Bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un engin qui fait couler beaucoup d'encre virtuelle dans GTA Online, l'oppresseur MK2. Ah oui, la fameuse moto volante. Difficile de passer à côté, hein. C'est clair. Et pour en parler, on a sous la main des extraits d'un guide stratégique plutôt bien fait. L'idée, c'est de décortiquer ensemble pourquoi elle est si populaire, comment l'avoir sans se ruiner complètement, et puis est-ce que ça vaut vraiment le coup, cet investissement? Tout à fait. Parce que bon, au-delà du prix qui pique un peu et de sa réputation, parfois un peu controversée, il y a une vraie question de valeur dans le jeu. Est-ce que c'est juste un gadget ou un vrai plus stratégique? Alors, commençons par sa popularité. Bon, sa puissance, difficile de la nier. Ah ça c'est sûr. C'est rapide, super maniable, ça vole partout, et surtout, ça peut avoir des missiles téléguidés. Donc, pour les missions, pour échapper aux flics, ou même pour dominer un peu en PVP, Oui, ça facilite énormément de choses. Le guide le décrit comme un game changer. Et je crois que c'est assez juste comme terme. un vrai game changer, voilà. Et ce statut, il a un coût, officiellement, c'est 8 millions de dollars GTA. Ouch. Oui, 8 millions, ça commence à faire une somme. Et c'est là que le guide devient intéressant. Il y a une astuce. Il existe un prix réduit, le trade price, qu'il fait descendre à 6 millions. Ah, 6 millions au lieu de 8, là ça devient tout de suite plus envisageable. Mais comment on fait pour l'avoir ce prix réduit? J'imagine qu'il y a des conditions. Première étape indispensable, il faut posséder un Terrorbyte. Sans ce camion, pas de réduction possible. D'accord, le Terrorbyte, je note. Et après? Après, il faut lancer et surtout réussir 5 missions spécifiques depuis ce Terrorbyte. Ce sont les fameux client jobs. 5 clients jobs, d'accord. Une fois la 5e terminée, hop, le prix baisse. C'est ça, le tarif préférentiel est débloqué sur Warstock Cash and Carry. Et ces clients jobs, le guide donne des conseils? Il y en a des plus simples ou plus rapides peut-être? Oui, il mentionne les différentes options, Data Sweep, Robbery in Progress, Targeted Data, Diamond Shopping. Et d'après les retours compilés dans le guide, il semblerait que Data Sweep soit souvent la plus rapide à faire. Data sweep, ok. Bon, à savoir pour ceux qui veulent optimiser un peu. Donc, je résume. On achète le terabyte, on fait 5 clients jobs, si possible data sweep pour aller plus vite. Exact. Et, petite info pratique tirée du guide. Faites attention, le jeu ne vous dit pas clairement où vous en êtes sur le site d'achat Warstock. Il ne montre pas le décompte des 5 missions. Ah oui. Donc, vaut mieux noter soi-même, mission 1, mission 2, jusqu'à 5, pour savoir quand le prix réduit est vraiment actif. Ça évite de se demander pourquoi ça n'a pas marché. D'accord, bonne astuce. Alors, on a notre oppresseur MK2 à 6 millions, mais j'imagine qu'elle n'est pas parfaite sortie d'usine. Le guide parle d'améliorations nécessaires. Tout à fait. De base, elle est déjà bien, mais c'est pas encore la machine ultime. Pour ça, il faut passer par l'atelier. Et là encore, retour au terabyte. Encore lui. Décidément. Oui, c'est le seul endroit où on peut modifier l'oppresseur MK2. Mais attention, il faut avoir acheté et installé l'option Atelier spécialisé à l'intérieur du Terrorbyte. D'accord. Et on améliore quoi en priorité? Le blindage, le moteur, ce genre de choses? Oui, le blindage et le moteur, c'est toujours utile bien sûr. Mais le guide insiste vraiment sur 2 éléments clés. D'abord, les contre-mesures. Les leurres, les paillettes pour éviter les missiles. Exactement, les flares ou le chaff. Et surtout, l'arme principale. Il faut remplacer les mitrailleuses de base. Par les fameux missiles téléguidés, j'imagine. Précisément. Le guide est catégorique. Pour la plupart des usages, missions comme PVP, les missiles sont bien plus efficaces que les mitrailleuses explosives. C'est vraiment ça l'amélioration qui change tout. Ça transforme la machine, en gros. Le guide donne même un exemple assez frappant, hein. Un joueur qui aurait échappé à 5 étoiles de police, juste en restant posé sur un toit avec son oppresseur, dans un lobby mauvais joueur en plus. Ça illustre bien le potentiel défensif et d'évasion, c'est clair. Mais le guide apporte aussi une nuance importante. Hein? Laquelle? Cette puissance, elle n'est pas infaillible. Surtout dans ces lobbies un peu chauds, ou face à des joueurs très expérimentés, il y a des moyens de contrer l'oppresseur. Et puis bon, il faut pas oublier la possibilité de tomber sur des tricheurs. Oui, la triche, malheureusement. Donc voilà, ce n'est pas une garantie de succès absolu. Faut quand même savoir la piloter et être prudent. Bien noté. Donc, si on résume les points clés de ce guide, l'oppresseur MK2, c'est un investissement qui peut vraiment payer, mais il faut suivre la bonne méthode. Acheter le terabyte, faire les 5 clients jobs pour le prix réduit, équiper l'atelier spécialisé dedans et surtout installer les missiles. C'est un peu la recette du succès. C'est exactement ça. Un outil majeur pour progresser et, disons-le, s'amuser à Los Santos.
Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large pour finir. Je t'écoute. Au-delà de l'efficacité pour un joueur, qu'est-ce que ça implique pour l'équilibre général du jeu d'avoir des véhicules aussi puissants, aussi polyvalents, aussi présents que l'oppresseur MK2? Comment ça change les interactions entre joueurs dans ce monde ouvert? Bonne question. L'impact sur l'écosystème global du jeu. C'est une piste de réflexion intéressante à laisser à nos auditeurs.